René Guénon, aperçu sur l'initiation. Chapitre 9, tradition et transmission. Nous avons fait remarquer plus haut que le mot de tradition, dans son acception étymologique, n'exprime en somme d'autre idée que celle de transmission. Il n'y a là au fond rien que de parfaitement normal et en accord avec l'application qui en est faite quand on parle de tradition au sens où nous l'entendons. Et ce que nous avons déjà expliqué devrait suffire à le faire comprendre facilement. Pourtant, certains ont soulevé à ce propos une objection qui nous a montré la nécessité d'y insister davantage, afin qu'il ne puisse subsister aucune équivoque sur ce point essentiel. Voici quelle est cette objection. N'importe quoi peut faire l'objet d'une transmission, y compris les choses de l'ordre le plus profane. Alors pourquoi ne pourrait-on parler tout aussi bien de tradition pour tout ce qui est ainsi transmis, quelle qu'en soit la nature, au lieu de restreindre l'emploi de ce mot au seul domaine que nous pouvons appeler sacré? Nous devons faire tout d'abord une remarque importante et qui réduit déjà beaucoup la portée de cette question. C'est que si l'on se reportait aux origines, celle-ci n'aurait pas à se poser. La distinction entre sacré et profane qu'elle implique étant alors inexistante. En effet, comme nous l'avons souvent expliqué, il n'y a pas proprement un domaine profane auquel un certain ordre de choses appartiendrait par sa nature même. Il y a seulement en réalité un point de vue profane, qui n'est que la conséquence et le produit d'une certaine dégénérescence, résultant elle-même de la marche descendante du cycle humain et de son éloignement graduel de l'état principiel. Donc antérieurement à cette dégénérescence, c'est-à-dire en somme dans l'état normal de l'humanité, non encore déchu, on peut dire que tout avait véritablement un caractère traditionnel, parce que tout était envisagé dans sa dépendance essentielle à l'égard des principes, et en conformité avec ceux-ci, de telle sorte qu'une activité profane, c'est-à-dire séparée de ces mêmes principes, et les ignorants, eût été quelque chose de tout à fait inconcevable, même pour ce qui relève de ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui la vie ordinaire. Ou plutôt, pour ce qui pouvait y correspondre alors, mais qui apparaissait sous un aspect bien différent de ce que nos contemporains entendent par là. Et à plus forte raison pour ce qui est des sciences, des arts et des métiers pour lesquels ce caractère traditionnel s'est maintenu intégralement beaucoup plus tard et se retrouve encore dans toute civilisation de type normal. Si bien qu'on pourrait dire que leur conception profane est, à part l'exception qu'il y a peut-être lieu de faire jusqu'à un certain point pour l'Antiquité dite classique, exclusivement propre à la seule civilisation moderne, qui ne représente elle-même au fond que l'ultime degré de la dégénérescence dont nous venons de parler. Petite note. Voir à ce titre le règne de la quantité et les signes des temps. Fin de la note. Si maintenant nous considérons l'état de fait postérieur à cette dégénérescence, nous pouvons nous demander pourquoi l'idée de tradition exclut ce qui est désormais traité comme d'ordre profane, c'est-à-dire ce qui n'a plus de lien conscient avec les principes, pour ne s'appliquer qu'à ce qui a gardé son caractère originel, avec l'aspect transcendant qu'il comporte. Il ne suffit pas de constater que l'usage l'a voulu ainsi, du moins tant que ne s'étaient pas encore produites les confusions et les déviations toutes modernes sur lesquelles nous avons attiré l'attention en d'autres occasions. Il est vrai que l'usage modifie souvent le sens premier des mots, et qu'il peut notamment y ajouter ou en retrancher quelque chose. Mais cela même, du moins quand il s'agit d'un usage légitime, doit avoir aussi sa raison d'être. Et surtout dans un cas comme celui-là, cette raison ne peut pas être indifférente. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que ce fait n'est pas limité aux seules langues qui emploient ce mot latin de tradition. En hébreu, le mot Kabbalah, qui a exactement le même sens de transmission, est pareillement réservé à la désignation de la tradition telle que nous l'entendons, et même d'ordinaire, plus strictement encore, de sa partie ésotérique et initiatique, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus intérieur et de plus élevé dans cette tradition, de ce qui en constitue en quelque sorte l'esprit même. Et cela encore montre bien qu'il doit y avoir là quelque chose de plus important et de plus significatif qu'une simple question d'usage au sens où on peut l'entendre quand il s'agit seulement de modification quelconque du langage courant.
En premier lieu, il y a une indication qui résulte immédiatement de ceci que, comme nous le disions tout à l'heure, ce à quoi s'applique le nom de tradition, c'est ce qui est en somme dans son fond même, sinon forcément dans son expression extérieure, resté tel qu'il était à l'origine. Il s'agit donc bien là de quelque chose qui a été transmis, pourrait-on dire, d'un état antérieur de l'humanité à son état présent. En même temps, on peut remarquer que le caractère transcendant de tout ce qui est traditionnel implique aussi une transmission dans un autre sens, partant des principes mêmes pour se communiquer à l'état humain. Et ce sens rejoint d'une certaine façon et complète, évidemment, le précédent. On pourrait même, en reprenant ici les termes que nous avons employés ailleurs, parler à la fois d'une transmission verticale du suprahumain à l'humain et d'une transmission horizontale à travers les états ou les stades successifs de l'humanité. La transmission verticale est d'ailleurs essentiellement intemporelle, la transmission horizontale seule impliquant une succession chronologique. Ajoutons encore que la transmission verticale, qui est telle quand on l'envisage de haut en bas, comme nous venons de le faire, devient, si on la prend au contraire de bas en haut, une participation de l'humanité aux réalités de l'ordre principiel. Participation qui en effet est précisément assurée par la tradition sous toutes ses formes, puisque c'est là ce par quoi l'humanité est mise en rapport effectif et constant avec ce qui lui est supérieur. La transmission horizontale, de son côté, si on la considère en remontant le cours des temps, devient proprement un retour aux origines, c'est-à-dire une restauration de l'état primordial. Et nous avons déjà indiqué plus haut que cette restauration est précisément une condition nécessaire pour que de là, l'homme puisse ensuite s'élever effectivement aux états supérieurs. Il y a encore autre chose. Au caractère de transcendance qui appartient essentiellement au principe et dont tout ce qui est effectivement rattaché participe par là même à quelques degrés, ce qui se traduit par la présence d'un élément non humain dans tout ce qui est proprement traditionnel, s'ajoute un caractère de permanence qui exprime l'immutabilité de ces mêmes principes et qui se communique, pareillement, dans toute la mesure du possible, à leur application, alors même que celle-ci se réfère à des domaines contingents. Ceci ne veut pas dire, bien entendu, que la tradition ne soit pas susceptible d'adaptation conditionnée par certaines circonstances, mais sous ces modifications, la permanence est toujours maintenue quant à l'essentiel. Et même lorsqu'il s'agit de contingences, ces contingences comme telles sont en quelque sorte dépassées et transformées par le fait même de leur attachement au principe. Au contraire, quand on se place au point de vue profane, qui se caractérise d'une façon qui ne peut d'ailleurs être que toute négative, par l'absence d'un tel rattachement, on est, si l'on peut dire, dans la contingence pure, avec tout ce qu'elle comporte d'instabilité et de variabilité incessante, et sans aucune possibilité d'en sortir. C'est en quelque sorte le devenir réduit à lui-même. Et il n'est pas difficile de se rendre compte qu'en effet, les conceptions profanes de toute nature sont soumises à un changement continuel, non moins que les façons d'agir qui procèdent du même point de vue et dont ce qu'on appelle la mode représente l'image la plus frappante à cet égard. On peut conclure de là que la tradition comprend non seulement tout ce qui vaut d'être transmis, mais même tout ce qui peut l'être véritablement, puisque le reste, ce qui est dépourvu de caractère traditionnel et qui par conséquent tombe dans le point de vue profane, est dominé par le changement au point que toute transmission y devient bientôt un anachronisme pur et simple, ou une superstition au sens étymologique du mot, qui ne répond plus à rien de réel ni de valable. On doit maintenant comprendre pourquoi tradition et transmission peuvent être regardées sans aucun abus de langage comme presque synonymes ou équivalentes. Ou pourquoi, tout au moins, la tradition, sous quelque rapport qu'on l'envisage, constitue ce qu'on pourrait appeler la transmission par excellence. D'autre part, si cette idée de transmission est si essentiellement inhérente au point de vue traditionnel, que celui-ci ait pu en tirer légitimement sa désignation même,
tout ce que nous avons dit précédemment de la nécessité d'une transmission régulière pour ce qui appartient à cet ordre traditionnel, et plus particulièrement à l'ordre initiatique, qui en est partie non seulement intégrante, mais même éminente, s'en trouve encore renforcée et en acquiert même une sorte d'évidence immédiate qui devrait, au regard de la plus simple logique, et sans même faire appel à des considérations plus profondes, rendre décidément impossible toute contestation sur ce point, où d'ailleurs les organisations pseudo-initiatiques ont seul intérêt, précisément parce que cette transmission leur fait défaut, à maintenir l'équivoque et la confusion.